Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Sciences et Culture. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle conférence. Nous avons eu le plaisir de recevoir le professeur émérite Daniel Gaxi, professeur de sciences politiques. Il est venu nous parler notamment de la différenciation du politique. Nous espérons que la vidéo vous plaira. À très bientôt. Bonsoir à tous. Merci d'être venus nombreux pour écouter le professeur Gaxi ce soir qui vient s'exprimer sur le thème éléments d'analyse de la différenciation du politique. Je vais commencer par vous présenter avant de vous laisser la parole. Donc vous êtes diplômé entre autres de l'IEP de Paris, de la faculté de droit de Paris et de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne où on est très heureux de vous recevoir ce soir. Vous avez été président du jury d'agrégation de sciences politiques, directeur de l'école doctorale de sciences politiques. Vous avez aussi dirigé plus de 20 thèses. Vous êtes professeur agrégé de sciences politiques, professeur émérite au sein de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et vous êtes célèbre notamment pour vos travaux sur la compétence politique, sur la sociologie du vote. Je cite en ce sens votre ouvrage « Le sens caché », que de nombreux étudiants ont eu la chance d'étudier dans leur scolarité. Et puis avant de vous laisser la parole, je présente rapidement les associations qui organisent cette conférence ce soir, à commencer par l'AXIS, qui est l'association du Master Conflits et Crises internationales de la Sorbonne, Citoyens, qui est l'association de conférences et de débats de l'École normale supérieure, ULM, et puis Sciences et Culture, qui est notre chaîne YouTube partenaire sur laquelle vous pouvez déjà retrouver plusieurs de nos événements, notamment la conférence avec François Hollande et puis d'autres contenus, et sur laquelle vous pourrez retrouver la conférence de ce soir. Pour le déroulé de la conférence, vous allez faire une présentation d'environ 1 heure, et puis ensuite on passera à un jeu de questions-réponses. Je vous remercie de nouveau, au nom des étudiants de la Sorbonne et de l'ENS, d'être présents avec nous ce soir, d'avoir accepté notre invitation, et je vous laisse la parole. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. D'abord, merci aux organisateurs, Antoine Chauveau et tous les étudiants et doctorants qui organisent ces conférences. Merci à vous d'être venus pour écouter quelques réflexions sur un sujet pas très sexy, hein, apparemment. Bon, on va voir. On va essayer de le rendre un peu sexy quand même. Je voudrais vous présenter quelques éléments d'analyse sur la question de la différenciation du politique. Alors, on va commencer par qu'est-ce qu'on entend par différenciation. Donc, le concept de... Ça, c'est un signe d'importance quand vous avez de plus en plus de micros. Je suis étonné qu'il n'y ait pas la télévision quand même. Vas-y, vous l'avez ici, à droite. Ah, voilà. Donc, le concept de différenciation, c'est un concept important de la sociologie. Et chose rare, c'est un concept, on peut dire, de toutes les sociologies. C'est un concept qui a intéressé Durkheim, Marx, Parsons, Weber, Luhmann, Simmel, Polanyi, Elias, Bourdieu, etc. Oui, bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on entend par différenciation? Alors, on veut dire d'abord c'est un renforcement de la division sociale du travail. Plus c'est différencié, plus le travail social est divisé. Deuxièmement, ça entraîne, c'est une conséquence, ça entraîne un accroissement de la spécialisation. Troisièmement, ça entraîne la création d'institutions, d'organisations, de sous-structures spécialisées. Je vais donner un exemple dans un instant. Quatrièmement, ça entraîne une indépendance croissante de diverses sphères sociales, milieux sociaux, secteurs sociaux. Cinquièmement, c'est un facteur d'hétérogénéité croissante de l'organisation sociale. Alors, un exemple. Si on s'intéresse à la question de la gestion du grand âge, hein, des personnes en situation de mobilité réduite, en fin de vie. Bon, dans le passé, si on peut parler comme ça, les personnes qui sont dans cette catégorie, cette tranche de vie, étaient prises en charge par leur famille élargie. Désormais, vous avez tout un tas d'institutions spécialisées, maisons de retraite, résidences médicalisées, entreprises d'aide à la personne, services municipaux ou intermunicipaux d'aide, services de visite à domicile, etc., etc. Donc vous voyez, dans l'organisation sociale sont apparues des sous-structures spécialisées
des institutions, des organisations qui se sont différenciées, qui n'existaient pas dans le passé, qui sont apparues à travers un processus de différenciation. Donc, ce que je voudrais faire ce soir, c'est voir avec vous quelles sont les grandes étapes du processus de différenciation du politique. Et on va voir qu'il y a une tendance contradictoire, mais une tendance quand même au renforcement de cette différenciation, y compris actuellement sous nos yeux. Et c'est de ça dont je voudrais parler. Alors, comme je sais que la plupart d'entre vous êtes plutôt spécialisés en relations internationales, je me suis dit, le concept de différenciation, ça ne va pas trop leur parler. Ils vont trouver ça un peu théorique. Alors, je vous rassure tout de suite, oui, c'est théorique. Ça va être théorique, mais c'est important, hein, la théorie, il faut en faire. Je trouve quelquefois on n'en fait pas assez. Mais ce n'est pas seulement théorique. Et pour vous appâter un petit peu, je veux dire que c'est théorique et politique. Et alors, par exemple, c'est politique pour plusieurs raisons. Première raison, par exemple, l'analyse des partis politiques. Il y a, pour simplifier, deux grandes tendances d'analyse des partis politiques. Il y a une première tendance qu'on peut qualifier d'hétéronomisante, c'est-à-dire l'explication des partis par l'extérieur des partis. Par exemple, le marxisme. Pour les marxistes, pour Marx, un parti, c'est une organisation représentative d'intérêts de classe ou de fractions de classe. Donc, tout le fonctionnement du parti est déterminé de l'extérieur par les intérêts de classe ou de fractions de classe. Une autre référence que vous connaissez sans doute, qui est Lipset-Roccan, par exemple. Je ne rentre pas là. Et puis, il y a une deuxième tradition d'analyse qui est autonomisante. C'est-à-dire, on va expliquer les partis par des considérations internes au parti. Alors, c'est, par exemple, la tradition initiée par Max Weber. Pour Max Weber, un parti, c'est un type particulier d'entreprise politique. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise politique pour Weber? Toujours très technique. Hein. C'est une entreprise, c'est une action continue en finalité. Donc, vous voyez, une entreprise politique, c'est par exemple une organisation qui a une action continue en finalité. Et la finalité, c'est la conquête du pouvoir politique, l'occupation de positions de pouvoir politique. Et Weber explique qu'une entreprise politique, c'est l'entreprise, c'est un jeu de mots intéressant en français, c'est l'entreprise désintéressée, de ceux qui sont intéressés. Alors c'est amusant parce que ces entreprises désintéressées se présentent souvent comme étant désintéressées. C'est pour ça que le jeu de mots est intéressant en français. Donc vous voyez, on voit tout de suite l'explication weberienne du parti politique. C'est un parti politique, c'est une organisation pour conquérir les positions de pouvoir politique avec tous les privilèges associés à l'occupation des positions de pouvoir politique. Alors, l'intérêt de réfléchir sur la différenciation du politique, c'est que plus justement le politique est différencié, plus on penche du côté de Weber, plus on penche du côté de l'explication autonomisante. Sans oublier pour autant les explications hétéronomisantes. Voilà, donc ça c'était mon premier appât, pour dire, vous voyez, c'est quand même intéressant. Alors, mon deuxième appât, c'est également une discussion théorique importante, à savoir, est-ce qu'il y a une classe dominante ou pas? Et s'il y a une classe dominante, est-ce que cette classe est en même temps dirigeante? Ça, par exemple, c'est la thèse marxiste. La classe dominante économiquement est aussi dirigeante culturellement, idéologiquement, philosophiquement, religieusement et politiquement. Donc là encore, vous voyez, il y a un débat. Donc la position, par exemple, marxiste, qui consiste à dire dominant et dirigeant. Et puis, il y a des positions opposées. Par exemple, ce qu'on appelle les théoriciens pluralistes. Ils disent, attention, plus une société est complexe, c'est-à-dire plus elle est différenciée, plus il y a des pouvoirs distincts. Il y a une division du travail de domination. Ou pour parler comme Raymond Aron, il y a une différenciation des rôles d'autorité. Et Raymond Aron, par exemple, dans un article dans les années 60, disait le président du Conseil italien n'est pas le PDG de Fiat. C'est, vous voyez, donc deux pouvoirs différents. Et on ne peut pas présupposer que le président du Conseil italien va systématiquement, automatiquement et nécessairement
servir les intérêts du PDG de Fiat ou même de tous les PDG d'Italie ou d'ailleurs. Alors là encore, vous voyez, plus le politique se différencie, plus ça apporte du moulin à l'eau pluraliste. Troisième à part, pour essayer de vous dire que mon sujet est intéressant, les sociétés modernes, une des caractéristiques de ce qu'on appelle les sociétés modernes, ça c'est un concept de Talcott Parsons, c'est que ce sont des sociétés différenciées. Pas totalement différenciées, mais beaucoup plus différenciées que les sociétés du passé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, sociétés différenciées? Ça veut dire que les sociétés sont divisées en un très grand nombre de petits univers sociaux qu'on peut appeler des sphères, des sous-systèmes, des champs, des secteurs. Le mot n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est l'idée. Bon. Et alors, chacune de ces sphères, ou ces secteurs, comme vous voulez, présente des intérêts propres, des préoccupations propres, des ressources propres. Et donc, tous ces sous-structures, tous ces secteurs se font en quelque sorte poids et contrepoids. C'est un facteur d'équilibre. Alors c'est un élément très important. Encore, j'ai trouvé des trucs pour essayer de vous intéresser, quoi. Donc, par exemple, si on réfléchit à la décision de Vladimir Poutine, pas tout seul, disons un groupe autour de Vladimir Poutine, d'entrer en guerre en Ukraine. Donc c'est une décision lourde, ça fait 1000 jours aujourd'hui, on voit bien que c'est une décision très lourde de conséquences. Et cette décision lourde a été prise avec, apparemment, d'après ce qu'on en sait, peu de réactions. Et pourquoi il y a eu peu de réactions? Parce qu'il y avait finalement peu d'intérêt organisé pour réagir. C'est-à-dire, par exemple, il y avait peu, voire pas, de médias relativement indépendants du pouvoir. Il n'y avait pas de partis politiques relativement indépendants. Il n'y avait pas d'associations, pas d'universités relativement indépendantes, d'organisations patronales, d'organisations religieuses indépendantes, etc., etc., etc. Et donc, vous voyez, si on procède, Weber appelle ça un tableau de pensée. Si on essaye de se représenter ce qu'aurait été ou ce que serait la Russie, s'il y avait eu toutes ces instances relativement indépendantes, différenciées, est-ce que la décision d'entrer en Ukraine aurait été prise, et si elle avait été prise, est-ce qu'elle aurait été prise aussi facilement? Et deuxième élément, pour vous montrer que la question de la différenciation, c'est quand même un truc important, une des caractéristiques des démocraties, c'est quoi? C'est que les titulaires des fonctions politiques sont élus, et ils sont élus, mais avec une sorte d'engagement antidaté d'accepter le résultat des élections. Et alors vous voyez, je prends cet exemple, c'est parce qu'il est évidemment d'actualité, d'une grande actualité. Et qu'est-ce qui se passe si quelqu'un qui est candidat à une élection présidentielle, comme ça au hasard, et qui refuserait le résultat de l'élection? Alors tout dépend du degré de différenciation de la société. Si on est dans une situation plutôt proche du pôle de la Russie avec peu de différenciation, on peut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup moins de réactions. Au contraire, si on est dans un cas de société plus différenciée, on peut penser qu'une telle violation patente des principes fondamentaux de la démocratie, une telle violation entraînerait des réactions diverses un peu partout, dans toutes ces organisations, structures, sous-structures autonomes. Et donc, si on réfléchit à ce qui s'est passé au début de l'année 2021, où il y a visiblement une tentative de coup d'État, mais c'est une tentative de coup d'État qui s'est arrêtée quand même, avec un atermoiement de celui qui était un peu à la tête de la tentative. On peut se poser la question pourquoi. Peut-être que ça a à voir avec la question de la différenciation. Voilà, enfin, la dernière raison théorique, celle-là, pour laquelle la question de la différenciation du politique me paraît importante, c'est une question théorique.
Pierre Bourdieu est l'initiateur d'une théorie importante qui est la théorie des champs. Je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez cette théorie des champs. Donc un champ, c'est un espace social, plus ou moins large, hein. C'est un espace de compétition, c'est un espace de concurrence, de lutte, de force, un espace de jeu, c'est un espace aussi de production de biens. Hein, bon. Et cet espace, il est relativement différencié. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Il a des propriétés propres, des enjeux propres, des intérêts propres, une espèce de capital propre qui fait la force au jeu dans l'espace. Et donc, si on suit cette théorie initiée par Bourdieu, on peut parler de champ lorsqu'il y a un minimum de différenciation sociale. Mais jusqu'à présent, la théorie des champs s'arrête un peu là. Hein. C'est-à-dire que ceux qui utilisent cette théorie considèrent que quand ils parlent du champ, c'est parce que c'est différencié, et quand c'est différencié, c'est un champ. Mais on ne s'intéresse pas tellement sur le processus. On considère que c'est fait une fois pour toutes. Alors que ce qui est intéressant, c'est de poser la question comment ça se produit? Est-ce que c'est achevé définitivement? Ou est-ce que c'est en cours? Si c'est en cours, où, comment, hein, bon. Et puis, est-ce que c'est un processus sans fin, unilatéral? On va toujours vers plus de différenciation, ou est-ce qu'il peut y avoir des retours en arrière ou des blocages? Si oui, lesquels? Voilà. Et donc, c'est un peu à cette question que je voudrais apporter quelques éléments de réflexion ce soir, en espérant ne pas trop vous ennuyer. Alors, j'ai repéré, alors ça va commencer à vous faire très peur, j'ai repéré 8 étapes fondamentales du processus de différenciation. Rassurez-vous, je vais essayer de terminer dans les temps. Première étape de la différenciation du politique, c'est la construction de l'État. Là, je vais aller très vite parce que je suppose que toutes et tous ici, quelque chose que vous connaissez bien. Donc, la définition très célèbre de l'État par Max Weber, hein, une institution qui revendique généralement avec succès le monopole de la contrainte physique légitime dans le cadre d'un territoire déterminé par des frontières. Voilà. Bon. Alors, cette institution est le produit d'un très long processus de construction, complexe, hein, bon, analysé notamment par un ouvrage que vous connaissez tous de Norbert Elias sur la dynamique de l'Occident. Et Elias montre que l'État, déjà, lui-même, est le produit d'un processus de différenciation. C'est-à-dire que c'est une structure nouvelle qui apparaît progressivement sur plusieurs siècles, hein, qui apparaît progressivement au sein qui se différencie à l'intérieur d'une société qui était beaucoup moins différenciée. Alors, si on prend par exemple l'État, selon Elias par exemple, c'est le produit d'une compétition entre des petites unités politiques, très grand nombre au début, sont des seigneuries. Et puis il va y avoir une lutte très complexe et progressivement réduction du nombre des seigneuries de premier rang, pour arriver finalement à la monarchie. Bon. Alors les seigneuries, c'est une organisation peu différenciée, puisque le seigneur, par exemple, c'est à la fois un propriétaire foncier. Alors, je mets des guillemets partout, hein, parce que je vais utiliser des catégories qui sont évidemment totalement inadéquates, hein, mais c'est un chef d'exploitation agricole, c'est un chef militaire, c'est un chef administratif, c'est un chef politique, parfois c'est un chef religieux. Donc, vous voyez, tous ces pouvoirs sont indifférenciés. Et donc, l'État, c'est une structure politique qui s'est progressivement différenciée et qui est déjà beaucoup plus différenciée que les formes de pouvoir qui préexistaient. La deuxième étape, vous voyez, ça va assez vite quand même, la deuxième étape dans la différenciation du politique, c'est la bureaucratisation de cet État. Alors, bureaucratisation, c'est un mot de la langue courante, hein, un mot péjoratif. Je ne le prends pas du tout dans ce sens-là, je le prends dans le sens de Weber.
Pour Weber, la bureaucratie, c'est un mode particulier d'organisation de l'administration, qui s'oppose à d'autres modes d'organisation de l'administration, comme par exemple le patrimonialisme ou l'administration par les représentants. Donc, qu'est-ce qui caractérise une bureaucratie? C'est un ensemble de caractéristiques. Weber en énumère 10, je ne vais pas toutes les énumérer. C'est une organisation qui repose sur une division du travail, avec des agents qui sont recrutés en raison de leurs compétences, en raison de la possession de titres scolaires et ou de réussite à des concours de recrutement, donc recrutés en raison de leurs compétences et séparés des moyens d'administration. Ils ne sont pas propriétaires de leur bureau, de leur voiture de fonction, du bâtiment dans lequel ils travaillent. Et qui obéissent à des règlements écrits, sans colère et sans haine. Donc, comme dit Weber. Alors, il y a eu un processus long et complexe de bureaucratisation de l'État, c'est-à-dire d'introduction d'une division du travail à l'intérieur de l'État. Et donc on a vu apparaître des sous-structures spécialisées à l'intérieur de cet État bureaucratique. Des institutions juridictionnelles, des institutions administratives, des institutions militaires. Bon. Et on a vu apparaître une division fondamentale entre les fonctionnaires et les dirigeants politiques. Le fonctionnaire, il fait carrière dans l'administration. Il a été recruté en raison de ses compétences supposées. Il a pour lui la stabilité. Il est là pour longtemps. Il a la connaissance technique. Voilà. Mais officiellement, enfin, en tous les cas, du point de vue de la façade officielle légitime des bureaucraties, officiellement, il ne prend pas de décision. Il applique les décisions prises par d'autres et introduites dans des règlements écrits. Et donc, pour qu'une bureaucratie fonctionne, il faut qu'il y ait un élément extérieur à la bureaucratie pour lui donner une impulsion politique. Et donc, vous voyez que la bureaucratisation de l'État entraîne la différenciation d'institutions administratives avec des fonctionnaires et des institutions politiques censées être placées à la tête de ces institutions administratives et fournir l'impulsion externe qui permet à une bureaucratie de fonctionner. Alors, ce qui caractérise donc un État bureaucratique, c'est cette division du travail entre des politiques qui sont censés donner impulsion, commander, diriger, et des fonctionnaires qui sont censés mettre en application les décisions prises par les politiques. Alors, ces politiques, ils sont engagés dans une compétition à laquelle les fonctionnaires ne sont pas intégrés, ils restent à l'écart de cette compétition, une compétition pour accéder aux positions de direction de l'État, pour accéder aux positions de direction des institutions politiques. Donc ce qui caractérise l'acteur politique, c'est justement cet engagement dans une compétition spécifique pour l'accès à des positions de pouvoir politique. Une propriété très importante de l'État, monopole de la contrainte physique légitime, le corollaire du monopole de la contrainte physique légitime par l'État, c'est une relative pacification du système social. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de vengeance privée, en tous les cas il y a raréfaction des vengeances privées, et l'usage privatif de la violence physique se raréfie. Ça ne veut pas dire qu'il va disparaître, mais il se raréfie. Et donc c'est une condition de possibilité d'une compétition politique relativement pacifique. Alors pacifique, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lutte, y compris des luttes très violentes. Ça veut dire que le plus souvent, ces luttes ne sont pas armées quand on a affaire à un État. Et au contraire, lorsque ces luttes politiques deviennent armées, ça veut dire quelque part qu'il n'y a plus d'État. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est qui sont ces acteurs, ces femmes, ces hommes, dans un premier temps uniquement des hommes, qui participent à la compétition. J'en arrive à ma troisième étape.
La troisième étape, très, très importante d'une différenciation du politique, c'est l'avènement des professionnels de la politique. Alors, dans un premier temps, c'est la participation à cette compétition pour l'occupation des positions de pouvoir politique. Cette compétition a été monopolisée par ce qu'on appelle des notables. Donc, dans un premier temps, les acteurs politiques étaient des notables. Et ceux qui venaient occuper les positions de pouvoir politique à la tête de l'État, à la tête de la bureaucratie, c'était des notables. Alors, les notables, c'était qui? C'était des propriétaires fonciers, des grands propriétaires fonciers, des aristocrates, des industriels, des banquiers, des rentiers, qui possédaient un niveau de fortune relativement élevé, en même temps que capital économique, en même temps souvent un capital culturel important pour l'époque, et un capital social d'honorabilité. Ce sont des gens bien. Bien parce qu'ils ont du bien. Bon. Et donc ils ont une autorité sociale. Le notable, c'est quelqu'un qui a une autorité sociale qui précède l'élection. Ils font autorité déjà. Et quelque part, l'élection est la simple ratification de leur autorité sociale. Et alors, dans les conditions du XIXe siècle, donc, ils occupent des positions de pouvoir politique, certains d'entre eux. Ils les occupent à temps partiel. Donc, on va dire qu'ils vivent pour la politique à temps partiel. C'est jamais leur occupation unique. Ils font autre chose. Notamment, ils ont une vie mondaine, en plus de l'activité politique. Donc, ils vivent pour la politique à temps complet sans vivre de la politique. C'est-à-dire qu'ils ne tirent pas leurs moyens de vivre, de revenus, si vous voulez, de leur activité politique. Et alors, donc ça, c'est une première caractéristique importante. Une autre caractéristique, c'est leur mode de mobilisation des électeurs. Il faut qu'ils soient élus. Et pour être élus, il faut qu'ils mobilisent des électeurs, mobiliser les rend mobiles, les déplacer. Et pour les déplacer, il faut les intéresser. Et comment ils font pour les intéresser? Eh bien, ils distribuent des biens privés, c'est-à-dire des biens qui leur appartiennent, des biens patrimoniaux, si vous voulez, qui sont dans leur patrimoine personnel, des biens privés, patrimoniaux, qui sont en même temps privatifs. Par privatif, ce n'est pas des biens collectifs, c'est-à-dire que l'appropriation d'un tel type de bien par une personne empêche l'appropriation par d'autres. Alors c'est quoi? C'est par exemple des terres. Ils donnent des terres en fermage ou en métayage, des emplois pour les capitaines d'industrie, de l'argent, parfois, des rastels, c'est-à-dire à l'époque, pour se faire élu, il fallait dans les cafés payer le coup à boire, quoi. Le petit blanc, quoi, le petit verre de vin blanc. Et les électeurs qui venaient attendaient ça avec impatience. C'était vraiment une gratification extrêmement importante, un coup gratuit, un bon coup gratuit, quoi. Et donc voilà, vous voyez, donc les notables mobilisent leurs électeurs en leur distribuant toutes sortes de biens. Et donc, ils mobilisent des électeurs qui sont un peu leurs obligés, ou qui sont les obligés de leurs obligés. C'est-à-dire un grand notable, il a un très grand nombre d'obligés à son égard, qui peuvent être des notables, qui eux-mêmes ont des obligés. Donc, vous voyez, il y a une chaîne d'intérêts, une chaîne de relations clientélistes. Et donc, ça peut être les maires, par exemple, vous voyez, donc des maires qui sont des obligés du grand notable, qui eux-mêmes ont leurs obligés, leurs administrés, qui peuvent régler toutes sortes de problèmes. Et ces notables ont également des agents électoraux qui vont par exemple distribuer des bureaux de vote, des bulletins de vote, qui peuvent avoir recours à la contrainte. Par exemple, on va congédier des fermiers ou des métayers qui ne votent pas bien, on va les menacer de les congédier, on va licencier des ouvriers qui ne votent pas bien, etc. Et il y a également des fraudes. Donc ça, c'est le début.
hein. Les positions de pouvoir politique de l'État bureaucratisé sont occupées par des notables qui vivent partiellement pour et jamais de la politique. Dans un deuxième temps, vont arriver une nouvelle catégorie d'acteurs politiques que Weber appelle des petits entrepreneurs politiques indépendants. Donc vous voyez, entrepreneurs politiques, hein, c'est-à-dire ce sont des hommes, à l'époque il n'y a pas de femmes, donc ce sont des hommes qui sont engagés dans une entreprise politique. Entreprise, on a vu tout à l'heure, hein, c'est une action continue en finalité. Alors, ils occupent des positions sociales un peu plus basses que les précédents. Jamais très basses, mais plus basses. Donc, c'est des professions intellectuelles, des journalistes, des professeurs, des instituteurs, des médecins, bon, petite bourgeoisie, profession libérale. Bon. Socialement plus démunis que les précédents, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont totalement démunis. Hein. Ils sont souvent entiers aussi, mais à des niveaux de rente beaucoup plus faibles. Bon. Et ils sont donc quand même relativement dépourvus de ressources patrimoniales suffisantes pour faire carrière en politique, à la différence des notables. Et donc, ils vont essayer d'intéresser les électeurs autrement, de les mobiliser autrement. Ils vont essayer de les mobiliser, de les intéresser avec un autre type de biens. Et ça va être non pas des biens patrimoniaux privatifs, mais des biens plus collectifs. La définition du bien collectif, je suppose qu'il y a des économistes dans la salle, hein. Un bien collectif, c'est un bien dont l'appropriation par un individu n'empêche pas l'appropriation par d'autres dans les limites de l'encombrement. Voilà. Donc ces biens collectifs, ça va être des biens collectifs symboliques et spécifiques, spécifiquement politiques, qui n'existent qu'à travers l'organisation politique. C'est-à-dire que là, on voit la différenciation déjà. Donc, vous avez compris, et ils vont leur proposer des programmes, des visions du monde, des bribes de vision du monde, des engagements, des propositions de réforme, des propositions de transformation. Hein, voilà. Tout ça consigné dans un programme. Et comme ils sont relativement dépourvus de ressources propres, il va y avoir une question extrêmement importante pour eux, qui est la question de la rémunération de l'activité politique. Et donc, ils vont trouver le moyen de vivre de la politique à travers les indemnités associées au mandat électif, et en particulier l'indemnité parlementaire. Et donc, vous voyez, ces petits entrepreneurs politiques indépendants, ce sont des entrepreneurs politiques. Ça veut dire qu'ils vivent pour la politique, mais à la différence des notables, ils vont vivre aussi de la politique, c'est-à-dire par le moyen de, grâce à la politique, et en particulier grâce aux indemnités parlementaires. Du coup, la question de l'indemnité va devenir importante pour vous. Alain Garrigou, dans un très bon article dans la revue Politique, ça montrait, par exemple, qu'en 1906, il y a l'adoption d'une réforme extrêmement importante pour ces individus, c'est l'augmentation assez importante de l'indemnité parlementaire, qui passe de 9 000 à 15 000 francs. 9 000, c'est depuis 1848. On est en 1906. Ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé parce que les députés ont très peur d'augmenter l'indemnité et du coup d'être mal vus des électeurs. Bon. Et tout d'un coup, ils vont le faire. En 1906, c'est pas par hasard. C'est parce qu'il vient d'avoir des élections et il y a une majorité nettement républicaine, radicale et radicale socialiste, composée de ces petits entrepreneurs politiques indépendants. Alors, ces petits entrepreneurs politiques qui apparaissent donc dans le dernier tiers du 19e siècle, début du 20e siècle, vont s'engager dans une lutte. C'est la force montante, hein, c'est les prétendants, c'est les nouveaux arrivés, c'est les newcomers. Ils vont s'engager dans une lutte avec les tenants, avec ceux qui tiennent les positions de pouvoir. Et ils vont les attaquer sur le terrain de la corruption. Ils vont dire que c'est inadmissible d'acheter les votes, de donner de l'argent à des électeurs pour qu'ils votent pour vous, même de leur payer un coup à boire. C'est inadmissible. Donc ils vont dénoncer la corruption, ce qu'ils appellent la corruption, qui jusqu'à présent était considérée comme tout à fait normale, et par les électeurs, et par les notables.
hein. Donc ils vont dénoncer la corruption, ils vont dénoncer aussi les violences, les pressions, les fraudes. Hein, bon. Et donc ils vont faire toutes sortes de recours. Hein, bon. Et puis progressivement, ça prend des décennies, ils vont imposer une nouvelle conception de la politique. Hein. La politique, c'est une activité où on doit proposer des choses, des réformes, prendre des engagements et essayer de mobiliser les électeurs sur ce terrain-là. Hein. C'est-à-dire sur le terrain des idées, sur le terrain des politiques. Et pour essayer de limiter les fraudes, ils vont imposer des réformes extrêmement importantes qui prendront 50 ans. C'est pour dire qu'elles étaient importantes. Hein. Il a fallu 50 ans pour les réaliser. Des réformes sur lesquelles nous vivons encore, à savoir l'enveloppe et l'isoloir. L'isoloir pour que, justement, on ne puisse plus regarder ce que fait l'électeur, quel bulletin il prend, et l'enveloppe pour cacher le bulletin. Parce que qu'est-ce qui se passait avant? Ben avant, c'était les agents électoraux des notables qui donnaient les bulletins, qui n'avaient pas le même papier, la même texture, la même forme. Hein, donc c'était très facile. Et l'électeur ne mettait pas directement le bulletin dans l'urne, il est donné au président qui le met. Et le président, il tâtait le bulletin et il avait tout de suite compris pour qui l'électeur avait voté. Donc vous voyez, voilà deux réformes techniques hein, qui ont l'air de rien, l'isoloir et l'enveloppe. Mais en même temps, c'était très, très important dans les conditions de l'époque. Alors, j'accélère un peu. Donc, ces petits entrepreneurs politiques indépendants vont eux-mêmes assez souvent se notabiliser. Hein, donc, ils vont, non pas avec leurs ressources propres, mais avec les ressources d'État, avec les ressources publiques. Donc, ils vont devenir des petits notables à leur manière. Hein. Bon, mais bon, je ne développe pas ça. Et l'étape suivante, c'est l'apparition d'un nouveau type de professionnels de la politique. Ce ne sont plus des petits entrepreneurs politiques indépendants, ce sont des politiciens de parti. Donc, qui apparaissent, hein, par exemple en France, la création du Parti radical 1901, la création de la section française de l'Internationale ouvrière 1905. Vous voyez, donc début du XXe siècle, on voit la création de partis, institutions politiques spécialisées dans l'activité politique, dans l'activité de lutte et de conquête des positions de pouvoir politique. Donc vous voyez, c'est bien la différenciation hein, qui se met en place. Et donc, qui vont placer à leur tête des politiciens de partis. Alors, avec une série de conséquences très importantes, dépatrimonialisation des ressources mobilisées par les acteurs politiques. Par exemple, ils ne financent plus eux-mêmes leur campagne avec leurs propres fonds, comme le faisaient les petits entrepreneurs politiques indépendants, d'où l'importance de l'augmentation de l'indemnité parlementaire. Une campagne électorale, ça coûtait à peu près 9 000 francs à l'époque. Hein. Or, c'était le montant de l'indemnité parlementaire. Vous voyez, ils n'arrivaient pas à faire face. D'où l'augmentation des 15 000 en 1906 hein, pour faire face. Bon. Donc là, vous voyez, désormais, on a des politiciens de parti qui ne puissent pas... Alors, le plus souvent, il y a des exceptions. Hein, enfin, la tendance ne puissent plus dans leurs ressources propres. Et souvent, ils n'en ont pas. Mais même quand ils en ont. Et donc, ils vont puiser dans des ressources collectives de leur organisation, c'est-à-dire les militants, qui vont les aider à faire leur campagne, les journaux, les financements. Donc, vous voyez, ce qui favorise ce processus de différenciation, c'est la dépatrimonialisation et également une forme de dépersonnalisation relative. Hein, c'est-à-dire que ce sont des représentants de partis. Quand on vote pour un candidat, c'est le candidat du parti. Au moins dans un premier temps, jusqu'à ce qu'il accumule un petit capital politique personnel qui va repersonnaliser. Et alors ces politiciens de parti, on voit également une nouvelle forme de professionnalisation, c'est-à-dire que certains de ces politiciens de parti vont devenir des professionnels de la politique, vivant pour et de la politique, mais non plus grâce à des indemnités parlementaires ou autres, mais ils vont devenir des salariés de parti, des permanents. Ils vont être en permanence, actifs en permanence, des permanents, et ils sont permanents, hein, présents de manière permanente, parce qu'ils sont salariés du parti.
Donc ce sont des fonctionnaires d'une bureaucratie partisane. Et alors les anciens notables, eh bien, pour faire face à cette concurrence, vont progressivement s'aligner sur les pratiques des professionnels et vont devenir eux-mêmes des professionnels de la politique tout en conservant un petit peu leurs pratiques anciennes. Ça, c'est ma troisième étape. Quatrième étape, c'est l'évolution de ces partis politiques. Alors là, on vient sur une période beaucoup plus récente. Donc on vient de voir que l'invention des partis politiques, c'est un élément important du processus de différenciation. C'est une organisation spécialisée. Alors, cette organisation, elle est apparue fin 19e, début 20e, et puis ce type d'organisation s'est développé dans la première moitié, même les 2 premiers tiers du XXe siècle. Et depuis quelques décennies, ces organisations qui étaient florissantes sont un peu entrées apparemment en crise. On s'interroge sur la disparition des partis. Est-ce que les partis vont disparaître? Est-ce la fin des partis traditionnels? Est-ce que les partis ne vont pas être remplacés par une autre forme d'organisation, si on peut dire, qui sont les mouvements sociaux, comme la France Insoumise, Renaissance, des partis un peu gazeux, nuageux, sans véritable organisation. Et on se pose la question, à quoi servent les partis politiques? Est-ce qu'il faut les garder ou pas? Alors, ce que je voudrais, dans ce quatrième point, c'est, le plus rapidement possible, essayer de soutenir l'hypothèse que, contrairement à ce qu'on dit, il y a des facteurs d'affaiblissement des partis, c'est vrai, mais il y a des facteurs de renforcement des partis. Donc, plus qu'une tendance à la disparition, à l'affaiblissement, je dirais qu'il y a une transformation des partis, et une transformation dans le sens, vous avez compris, d'une plus grande autonomisation, c'est-à-dire d'un renforcement de leur différenciation. Alors, qu'est-ce qui me permet d'avancer ça? Alors, les partis politiques, tous les partis politiques dans tous les pays, tendent à s'affaiblir sous plusieurs rapports. Alors, pourquoi ils s'affaiblissent? Ils perdent des adhérents. Alors ici, j'ai toutes sortes de chiffres. Si vous voulez, on pourra revenir dessus. C'est une tendance générale. Alors, on part de plus ou moins haut. Quand on part des partis français, on part d'assez bas. Et ça baisse depuis un niveau qui était assez bas à l'origine. Si on part des partis allemands, on part de beaucoup plus haut. Mais ça baisse. Donc, ça baisse partout. Voilà, c'est une tendance générale. Diminution du nombre, tendance générale à la diminution des adhérents. Il n'y a pas d'exemple de parti avec une tendance durable et marquée à l'augmentation du nombre des adhérents. Il y a eu quelques partis travaillistes avec, à un moment, c'est repris, mais ça n'a pas duré. Bon. Les nouveaux mouvements dont on dit qu'ils pourraient remplacer les partis, ce qui les caractérise, c'est justement l'absence de véritables adhérents. On est adhérent, entre guillemets, parce qu'on a cliqué sur Internet, mais il n'y a pas vraiment de cotisation, perception, oui, donc voilà, c'est pas véritablement des adhérents. Donc, les partis perdent des adhérents. Ils perdent également, bon, tout ça c'est les chiffres, pas vous les imposer, ils perdent des sympathisants. Alors, une caractéristique des systèmes politiques occidentaux depuis plusieurs décennies, c'est l'existence d'attitudes de scepticisme, de défiance, de méfiance, de colère, d'aversion à l'égard du politique et en particulier à l'égard des partis politiques. Donc ces sentiments hostiles sont largement partagés. Je n'ai pas le temps de développer ça, mais en réalité, quand on regarde de près, ils sont beaucoup plus ambigus et ambivalents qu'on ne le dit généralement. Si vous voulez, on pourra revenir là-dessus. Bon. Alors, on constate que plus rares que par le passé sont ceux qui se déclarent proches
d'un parti ou d'un camp politique. Autrement dit, il y a un recul des identifications partisanes, spécialement parmi les jeunes générations. Et les identifications partisanes qui subsistent s'affaissent un peu, hein, c'est-à-dire ceux qui se proclament toujours sympathisants d'un parti affirment en même temps toujours des convictions plus tièdes, hein, du genre, par exemple, je suis toujours socialiste, mais j'y crois moins. Vous voyez, voilà. Bon. Alors, il y a donc un recul des identifications politiques, surtout des identifications partisanes. Parce qu'on voit apparaître d'autres formes d'identification, sont des identifications, j'y reviendrai en terminant, sur des identifications des personnages. Des grands personnages politiques. Alors moi, j'aime bien Marine. Elle me comprend, elle est comme moi, c'est une femme courageuse. Elle a élevé seule ses 3 enfants. Voilà. Donc, bon, je passe là-dessus. Donc, recul des identifications partisanes. Donc, les partis perdent des sympathisants. Troisièmement, les partis perdent des électeurs. Alors ça, c'est un truc bien connu. Si vous voulez, on pourra entrer dans les détails. Vous savez tous qu'il y a une tendance générale à la montée de l'abstention. Vous savez tous, par exemple, que tous les records en France ont été battus ces dernières années. Élections législatives, record battu en 2022, 52% d'abstention. 52% d'abstention. Hein. Plus les non-inscrits. Hein, donc le fait de voter, c'est un acte minoritaire pour une élection législative. Bon. Et les élections régionales, 66, 72, 67% d'abstention. 67% d'abstention. En 2021, hein, les élections municipales, 55% d'abstention en 2020. Hein, donc tous les records sont battus à des niveaux très élevés. Alors, avec une exception un peu, donc l'élection européenne, enfin, laissons tomber. Des niveaux d'abstention en progression, mais à des niveaux plus faibles et plus lentement pour les élections de premier ordre. En France, l'élection présidentielle. Mais il y a quand même une tendance à progression d'abstention. En 2022, au premier tour, c'est le deuxième tour le plus élevé d'abstention, et au deuxième tour aussi. Voilà. Donc il y a cette tendance. Bon. Et alors, on constate également les majorités parlementaires sont de plus en plus minoritaires parmi les électeurs. Pour vous donner quand même une idée, je ne résiste pas au plaisir de vous citer quand même quelques chiffres. En 1997, la coalition de gauche qui remporte les élections parlementaires en France représente 28% des inscrits. 28% des inscrits. En 2002, la coalition de droite représente aussi 28% des inscrits. En 2017, la coalition LRM, qui soutient le président de la République Emmanuel Macron, 15% des inscrits. 15% des inscrits. La majorité parlementaire, c'est 15% des inscrits. Et 2022, la coalition Ensemble, qui a une majorité relative, hein, c'est 12%. 12% des inscrits. Et il y a un effondrement, bon, je laisse tomber les chiffres, un effondrement spécialement des partis de gouvernement. Donc voilà, les partis perdent des adhérents, des sympathisants et des électeurs. C'est-à-dire, ils s'affaiblissent par rapport à l'extérieur ou par rapport à ce qui est aux marges du parti. Donc, ils affaiblissent leur côté hétéronome. Mais par contre, ils vont renforcer leur côté autonome. Et les partis se renforcent sous différents rapports, que je vais examiner maintenant. Premier rapport, les partis se renforcent sous le rapport de leur capacité à s'attribuer des financements publics. Alors, je vais aller vite, hein, je vais énumérer, si vous voulez, on pourra revenir dans le détail. Alors, par exemple, depuis 1988 en France, il y a un financement direct des partis politiques, avec un double mécanisme, comme vous le savez, hein, en fonction du nombre de voix recueillies
au premier tour des élections législatives, hein, à condition de faire 5% des suffrages exprimés. Ça, c'est une première moitié de l'aide publique. Deuxième moitié de l'aide publique, c'est une somme d'argent versée au parti pour chacun de ses parlementaires, députés ou sénateurs. Un peu plus de 37 000 euros. Hein. À chaque fois qu'un parti a un député ou un sénateur, il touche 37 000 euros. Bon. Vous voyez, c'est une entreprise collective. Alors, la contrepartie, c'est une limitation des dons des particuliers. On ne peut pas donner à un parti plus de 7 500 euros. Donc, c'était présenté comme une mesure de lutte contre la corruption. Bon. En 1988, il y a une époque où il y avait eu quelques affaires de corruption. Donc ça, c'est le financement direct. Et il y a un très grand nombre de financements indirects. Alors, par exemple, ce sont les allègements fiscaux sur les dons et cotisations pour les partis. Lorsque vous faites un don à un parti, vous avez une déduction fiscale, si vous payez l'impôt sur le revenu, à hauteur de 66% de votre don. Si vous êtes payé des cotisations à un parti, eh bien, c'est pareil. Vous pouvez déclarer vos revenus, vous déclarez que vous payez une cotisation à un parti ou à un syndicat, d'ailleurs, ça marche aussi, et vous avez une déduction fiscale à hauteur de 66% de vos cotisations. Alors, ça représente quand même 60 millions de dons. Donc c'est une aide indirecte à hauteur de 39 millions d'euros, qui profite pour les dons surtout aux Républicains et pour les cotisations surtout au Parti communiste. C'est une aide indirecte. Hein. Alors, autre aide indirecte, c'est le remboursement des dépenses de campagne, selon un mécanisme un peu compliqué, en contrepartie d'un plafonnement des dépenses de campagne. On n'a pas le droit de dépenser plus d'une certaine somme variable selon le type d'élection, par exemple. Et en échange, lorsque vous obtenez plus de 5% des suffrages exprimés, vous avez le droit à un remboursement de vos dépenses de campagne à hauteur de 47,5% du montant du plafond. Le plafond étant variable selon le type d'élection et selon le type de circonscription, selon le nombre d'inscrits, par exemple, dans la circonscription. Ouais, donc voilà, c'est une aide indirecte. Autre aide indirecte encore, c'est l'impression des bulletins de vote. Au XIXe siècle, les candidats imprimaient eux-mêmes leurs bulletins de vote, on vient de voir. Désormais, c'est l'État qui imprime les bulletins de vote, les affiches et les professions de foi. Voilà. Alors, autre financement indirect des partis, ce sont les indemnités des élus. Bon. Alors, c'est un financement indirect des partis politiques de deux manières. Première manière, les élus membres d'un parti politique peuvent se consacrer à temps complet à la politique sans être des permanents rémunérés par le parti, sans être des salariés du parti. Donc ils deviennent permanents au service du parti, sans être pour autant salariés du parti, grâce aux indemnités. Et une autre source de financement, parce que les élus ou des élus reversent une partie plus ou moins importante de leur indemnité à leur parti. Alors c'est pas vrai pour tous les partis, c'est plus vrai à gauche qu'à droite, bon, et c'est pas toujours respecté par les élus, mais enfin c'est une source de financement. Alors, donc, une source de financement des partis, ce sont les indemnités des élus. Alors là, je vais aller très vite. Si vous voulez, on pourra revenir dans les détails. Alors, par exemple, les parlementaires. Donc, comme vous le savez, c'est autour de 5 700 € net par mois pour chaque parlementaire, plus un remboursement des frais de transport et d'hôtel, une dotation de 10 500 € pour recruter des collaborateurs, entre 1 et 5, plus 15 000 € de crédit d'équipement téléphonique et informatique pour les nouveaux élus et 13 000 pour ceux qui sont déjà en place. Alors, tous les titulaires de mandats électifs disposent d'indemnités de ce type, plus ou moins importants, les conseillers régionaux, les conseillers départementaux,
Alors ça va de, pour les simples conseillers, entre 1600 et 2800. Pour les présidents, c'est 5800. C'est comme un député à peu près. Et les vice-présidents, c'est un tout petit peu moins, mais de l'ordre de 5000 euros. Donc vous voyez, lorsque vous êtes président ou vice-président d'un conseil départemental ou d'un conseil régional, c'est une base de professionnalisation. Bon, alors il y a également donc les communes, et les intercommunalités, on va voir, c'est très important, également les députés européens. Tout ça permet, c'est ma cinquième étape, un renforcement de la professionnalisation politique. Vous voyez, toutes ces possibilités de financement renforcent la professionnalisation politique. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Le renforcement de la professionnalisation, ça veut dire que le nombre de professionnels de la politique a augmenté. Alors, il a augmenté pour plusieurs raisons. Premièrement, du fait de l'augmentation du nombre des mandats électifs. Par exemple, depuis 1979, il y a des députés européens. Ça n'existait pas avant. Depuis 1986, il y a des élus régionaux. Donc, ce sont des nouvelles possibilités d'activité politique à temps complet. Et il y a eu un développement très important des intercommunalités, c'est-à-dire des communautés de communes, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, tout ça, avec des possibilités de financement importantes pour les présidents et vice-présidents. Donc ça, c'est une première raison. Vous voyez, augmentation du nombre des professionnels de la politique du fait de la multiplication des mandats. Alors, une deuxième raison, c'est la décentralisation et le renforcement des exécutifs territoriaux. Renforcement des grands maires, des présidents de conseils régionaux, de conseils départementaux, des grandes intercommunalités, les métropoles, etc. Bon. Alors, qui dispose de moyens? Alors, pour recruter des collaborateurs. Donc, un grand élu régional, un président de conseil départemental, de conseil régional, il a un cabinet avec des conseillers qui sont là à temps complet et qui sont rémunérés sur les crédits régionaux ou départementaux. Et également, ces exécutifs régionaux et départementaux vont donner des moyens aux partis politiques. C'est-à-dire qu'il va y avoir des groupes. Dans un conseil régional, vous avez un groupe parlementaire des Républicains, un groupe, pas parlementaire, mais un groupe régional du Rassemblement national, des Républicains, du Parti socialiste, avec des assistants collaborateurs de groupe. Donc vous voyez, il y a une multiplication des positions de collaborateurs. Alors, ce qui est vrai également au niveau des parlements, puisqu'on vient de le voir, chaque député a une enveloppe qui lui permet de recruter des collaborateurs, en général autour de 3 et 4. Donc, ça fait plusieurs milliers de personnes. Alors, du fait de toutes ces possibilités de financement, on observe toutes sortes de trajectoires de professionnalisation. Alors, la professionnalisation peut se faire par cumul des mandats électifs. Le cas typique, c'est adjoint au maire, vice-président d'une communauté de communes. Donc, vous voyez, 1500 plus 2000 euros, plus 1500 parce qu'on est vice-président du syndicat des traitements des eaux. On arrive à 5000 et on vit de la politique grâce à ce cumul des mandats électifs. Et il y en a beaucoup. Alors, même chose, cumul des postes de conseillers. Conseiller d'un député RN, plus conseiller d'un groupe régional RN. Voilà. Donc, on cumule les rémunérations de conseillers. Quelques salariés de parti, beaucoup moins que par le passé, mais surtout au moment des campagnes électorales, c'est des CDD plutôt, et dans le secteur, de manière significative, de la communication. Et également des nouvelles technologies.
Et puis, il y a des formes de professionnalisation par combinaison de toutes ces possibilités. C'est-à-dire collaborateur de député qui est élu régional et vice-président d'une intercommunalité. Il cumule les choses. Alors, pour vous donner une idée, si je prends, je n'ai pas eu le temps de faire, de recueillir les données pour la 17e législature, mais pour la 7e législature, donc les députés élus en 2022. Qu'est-ce qu'ils deviennent une fois qu'ils sont élus? Par exemple, est-ce qu'ils avaient une activité professionnelle extérieure avant? Et si oui, est-ce qu'ils la conservent? Alors, on a une source extraordinaire, c'est les déclarations d'activité et d'intérêt des parlementaires, qui permettent de mettre leur nez dans leurs affaires, quoi, hein, et de voir très, très près l'économie politique de l'activité politique. Donc, sur 612 élus de la 16e législature, c'est plus que 577 parce qu'il y a des suppléants, et puis il y en a qui ont démissionné, enfin voilà. Donc, sur 612, il y en a 47, c'est-à-dire 8%, qui conservent une activité politique extérieure. 8%. C'est-à-dire que 92% ne font que ça. Donc l'accès à la position de parlementaire implique une professionnalisation politique quasi totale. Premier constat. Maintenant, si on regarde, qu'est-ce qu'ils faisaient avant? Est-ce qu'ils étaient déjà professionnalisés avant? Et là, maintenant, ça y est, ils sont professionnels. Est-ce qu'ils l'étaient avant? Alors, les chiffres, c'est professionnalisation complète avant la première élection, 30%. Professionnalisation partielle, c'est-à-dire qu'ils conservent une activité professionnelle, mais ils ont plusieurs mandats en même temps, 29%. Et pas de professionnalisation avant l'élection en 2022, 41%. Donc vous voyez, c'est une assez large professionnalisation à ce niveau-là. Et alors, le dernier point de cette tendance à la professionnalisation, c'est l'apparition de, je ne sais pas trop comment les appeler, si vous avez des idées, de purs professionnels de la politique. Alors, qu'est-ce que j'entends par purs professionnels de la politique? Ce sont des hommes, des femmes, qui ont toujours été des professionnels de la politique, qui n'ont jamais eu d'autres activités professionnelles en dehors de la politique. Alors, c'est une différence importante. Vous voyez que c'est la différenciation par rapport au passé. Dans le passé, par exemple, vous avez des militants de parti qui étaient instituteurs, ouvriers, médecins, donc qui commençaient à accumuler des mandats, et finissaient par être élus députés et devenaient des professionnels de la politique. Mais ils avaient commencé comme instituteurs, médecins, ouvriers, employés. Même chose, hein, on avait des élus, une carrière de mandat électif, donc commençaient adjoint au maire, et puis ensuite conseiller général, et puis progressivement, ils diminuaient leur activité professionnelle extérieure. Donc on avait un personnel politique qui finissait par se professionnaliser, mais qui n'avait pas toujours été professionnel de la politique. En ce qu'on va apparaître de plus en plus, peut-être que ça va vous... une description qui va vous paraître familière. On a par exemple des étudiants, avant la fin de leurs études ou immédiatement après leur fin d'études, qui sont recrutés comme assistants d'un député, bien placés pour être placés sur une liste aux élections régionales ou aux élections municipales, donc deviennent collaborateurs du député, plus adjoints au maire ou conseillers régional, et hop, ils sont engagés dans un processus de professionnalisation. Alors j'ai des chiffres ici, sur 20 ans, il y a une tendance à l'augmentation. Mais je dois accélérer pour ma 6e étape. Courage, c'est bientôt fini. Donc la 6e étape, c'est la tendance au contrôle partisan de la sélection du personnel politique. Parce que ce que l'on constate, autrement dit, c'est que tous ces titulaires de positions électives, par exemple, les maires, les adjoints, les conseillers régionaux, les conseillers départementaux, tendent, c'est une tendance, hein, donc c'est pas à 100%, mais c'est une tendance, tendent à être recrutés, sélectionnés par les partis politiques. C'est-à-dire que les partis politiques contrôlent plus ou moins l'accès aux positions de pouvoir politique, surtout les mandats électifs.
Alors, c'est variable selon le type de mandat électif. Par exemple, c'est très fort lorsqu'il s'agit d'élections à la représentation proportionnelle. Par exemple, les conseils régionaux, les députés européens, où là, on a des listes qui sont vraiment des listes partisanes, donc totalement composées par les directions de partis ou les commissions d'investiture des partis. Donc là, c'est un contrôle total, quoi, de la sélection du personnel régional, du personnel européen. Alors, mais même quand on a des élections qui ne sont pas la proportionnelle, par exemple, si je prends l'Assemblée nationale, dans son état actuel, il est quasiment impossible de devenir député de l'Assemblée nationale sans être investi par un parti politique. D'ailleurs, dans la 16e législature, il y avait 4 non-inscrits. Et si je prends par exemple les 60 candidats socialistes dissidents qui n'ont pas été investis par leur parti et par la coalition de gauche qui distribuait les investitures, donc ils se sont présentés quand même comme candidats dissidents, 60 pour le Parti socialiste, élus 3. C'est-à-dire, vous voyez, si vous n'êtes pas investi par un parti, vos chances d'accéder à l'Assemblée nationale, dans l'état actuel des choses, c'est pas comme ça dans le passé, sont très faibles. Elles ne sont pas nulles, mais elles sont très faibles. Alors même les conseils départementaux, qui est l'institution qui est la moins contrôlée quand même par les partis pour toutes sortes de raisons, bien, sur les 100 présidents de conseils départementaux, il y a 17 divers. 17 divers gauche, divers droite. Tous les autres sont liés à des partis politiques. Et alors, même les élections municipales, on constate, c'est une tendance des partis politiques à essayer au moins de contrôler, d'investir les têtes de liste. Et donc de contrôler l'accès aux mairies, quoi. Voilà. Et plus la taille de la commune augmente, plus les partis politiques jouent un rôle important dans la sélection, au moins, pas l'ensemble de la liste, mais au moins les têtes de liste. Et en tous les cas, la tête de liste. Voilà. Et en 2020, par exemple, si on prend les 42 premières villes françaises, ils ont tous une étiquette partisane, sauf un. Et donc c'est assez largement contrôlé. Alors l'élément nouveau pour les élections municipales, ça fait déjà 1 heure. Même plus parce que pour les élections municipales, la nouveauté en 2020, je vais aller très vite, mais si vous voulez, on pourra revenir là-dessus, c'est l'apparition de listes participatives citoyennes. Alors, la plupart du temps, encore liées aux partis politiques, selon des modalités complexes. Je n'ai pas le temps, si vous voulez, on pourra revenir dessus. Mais on a vu apparaître, alors très peu, mais de listes non partisanes. Donc, si cette tendance se développait, et elle peut se développer parce que, comme je le disais, les partis politiques ont de moins en moins de militants, d'adhérents et de militants. Et donc, dans certaines communes, il y a la possibilité qu'il n'y ait plus de partis représentés. Donc, il n'y ait plus de partis pour impulser une liste. Donc, ce qui serait un élément, vous voyez, de dédifférenciation. Ce mécanisme de différenciation qui s'était mis en place historiquement pourrait être remis en question. Enfin, pour l'instant, ce n'est pas encore une tendance avérée, mais c'est une possibilité. Alors, la 7e, avant-dernière étape, je vais aller très vite, du fait justement de ce poids des investitures partisanes. De plus en plus, si vous voulez entrer en politique, il faut accéder à des mandats électifs, des positions de pouvoir électives, et pour accéder à ces positions de pouvoir, il faut une investiture de parti. Ensuite, il faut être élu par les électeurs, bien sûr. Mais d'abord, il faut être investi par un parti. Et donc ça, c'est une base très importante. C'est pas le seul facteur, bien sûr, mais c'est une base matérielle, en quelque sorte, pour imposer des disciplines de parti. C'est-à-dire qu'on voit, par exemple, au Parlement, c'est très net depuis longtemps, l'activité parlementaire, c'est une activité de groupe. Et les votes, en particulier, sont des votes de groupe. C'est-à-dire que dans l'ensemble, il y a des exceptions dans tous les sens compliqués, mais dans l'ensemble, les votes sont des votes collectifs. On vote contre si on est dans l'opposition, pour si on est dans la majorité. Donc ces votes reposent sur une discipline de vote collectif.
Bon. Alors ça, c'est vrai pour le Parlement depuis assez longtemps, depuis le début de la Ve République, pratiquement, en tous les cas depuis environ 1962. Mais c'est une tendance qu'on observe dans les conseils régionaux, par exemple. On a des groupes régionaux, des groupes parlementaires, des groupes d'élus régionaux qui appliquent une discipline de vote. Également dans des conseils municipaux. On a à Paris, il y a un groupe socialiste, un groupe républicain. Donc il y a des disciplines qui s'imposent partout. Donc si on fait le bilan de la question est-ce que les partis s'affaiblissent ou pas, vous voyez que sous certains rapports ils s'affaiblissent, effectivement, mais sous d'autres rapports ils se renforcent. Et ils se renforcent dans le sens d'une différenciation croissante. C'est-à-dire que ce sont de plus en plus des entreprises désintéressées. Des entreprises de ceux qui sont intéressés. À commencer par le personnel professionnalisé ou en voie de professionnalisation, qui est intéressé à l'activité collective. Alors, donc, il y a donc une tendance au renforcement de l'autonomie. Bon, il faut vraiment que j'accélère, si vous voulez, on pourra discuter. Il y a des possibilités d'inversion de la tendance. Enfin, c'est pas une tendance nécessaire, assurée. Bon. Donc on peut réfléchir là-dessus. Rien ne dit que le mouvement va se prolonger. Il y a une tendance en ce sens. Mais voilà. Alors, j'en viens à ma dernière étape, et là je vais aller très très vite. C'est l'autonomisation, non seulement d'une activité politique professionnelle, comme on vient de le voir, mais l'autonomisation, je cherche un peu, si vous avez des idées, je suis preneur, comment nommer ça? Donc pour l'instant, j'appelle ça l'autonomisation d'un microcosme politico-journalistique. Donc depuis plusieurs décennies, il y a une tendance à l'autonomisation d'un petit univers social, qu'on peut appeler un microcosme, politico-journalistique. C'est-à-dire que les femmes et les hommes politiques ne sont pas les seuls acteurs sociaux qui se préoccupent de politique. Il y a d'autres catégories de spécialistes du politique. Par exemple, il y a des sondeurs. Par exemple, il y a des journalistes politiques. Et donc, à travers un ensemble d'interactions complexes entre des femmes et des hommes politiques, c'est-à-dire socialement désignés comme étant politiques, et puis d'autres catégories de spécialistes, c'est mis en place un petit univers social, un petit microcosme, qui fabrique de la politique. De même que Howard Baker a montré que l'art n'était pas une production seulement individuelle. L'art n'est pas la seule production des artistes. L'art, c'est une production collective, il y a les artistes, bien sûr, mais il y a des galeristes, des experts, des sociétés de vente aux enchères, des revues spécialisées, des restaurateurs, des musées, etc., etc., etc. Donc l'art, c'est une production collective. Et la politique aussi. C'est une production collective de ce microcosme, notamment de ce microcosme. Et alors ce microcosme s'est différencié de plusieurs manières. Je vais aller très très vite. D'abord, apparition de nouvelles catégories de spécialistes. Donc c'est vraiment un processus d'augmentation des divisions du travail. Alors, lesquelles? Les sociétés de sondage. Alors vous allez me dire, oui, la création de l'IFOP en France, la première société de sondage créée en France, c'est 1938. Mais le premier rôle véritablement politiquement important des sondages, c'est 1965. Et le développement du rôle politique des sondages, c'est les années 70-80. Donc c'est une nouvelle catégorie de spécialistes qui est apparue dans les dernières décennies. Deuxième catégorie de spécialistes qui apparaît, ce sont les communicants, les spécialistes de communication politique, les experts en marketing, en communication politique. Une petite anecdote, j'étais jeune assistant dans cette maison dans la première moitié des années 70, et il y avait un professeur qui arrive en réunion de conseil, ça s'appelait DUER à l'époque, réunion de conseil DUER, maintenant on dirait conseil DUFR. Bon. Et ce professeur dit, je vous propose de créer des diplômes de communication. Et tout le monde, moi le premier, on a ouvert des grands yeux en disant, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Et ça vous surprend?
que nous, à l'époque, on ne comprenne pas. Hein. Mais vous voyez, on ne voyait pas du tout à quoi ça correspondait, qu'est-ce qu'on allait leur enseigner. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment l'apparition d'une nouvelle catégorie de spécialistes. Alors, donc, il y a également des spécialistes qui existent déjà, mais qui ont renforcé, hein, dont la différenciation, la spécialisation s'est renforcée. Donc, c'est les politiques, dont j'ai parlé, donc ça, je reviens pas là-dessus, mais c'est également les journalistes. Hein, il y a un processus d'autonomisation du champ journalistique, hein, qui est peut-être remis en question actuellement, mais il y a une tendance historique à prise de distance par rapport aux politiques. Hein, par exemple, les chaînes de télévision d'État se sont relativement affranchies du contrôle direct dans les années 60 du gouvernement, hein, bon, et du ministre en particulier, ministre de l'Information. Il y avait un ministre de l'Information. Hein, bon. Donc ils se sont autonomisés. Hein, et on le voit également dans la manière de procéder des entretiens. Hein, les journalistes mettent leur point d'honneur, est un peu agressif, enfin bon, à couper la parole, essayer de l'interviewer sur leur terrain. Vous voyez, donc c'est une ostension. Hein, une ostension de la distance. Quoi. Hein, bon. Alors cette distance est peut-être remise en question actuellement, donc c'est peut-être un phénomène de dédifférenciation avec l'apparition d'hommes d'affaires très riches qui constituent des empires médiatiques. Hein. Donc une dépendance par rapport au pouvoir économique qui remettrait en question cette tendance à l'autonomisation du journalisme. Alors, donc, je vais m'arrêter là. Donc, il y a un ensemble de relations très, très compliquées entre toutes ces catégories de spécialistes. J'ai pas le temps de le faire, mais qui entraînent un certain nombre de conséquences que je vais simplement nommer, puis je vais m'arrêter. Il y a une tendance importante à la médiatisation du politique, du fait de ces interactions à l'intérieur du microcosme. Qu'est-ce que j'entends par médiatisation du politique? Deux choses. Premièrement, c'est ce qu'on peut appeler, à la suite de Patrick Champagne, le déplacement du centre de gravité de l'espace politique vers les médias. C'est-à-dire que la politique, avant, elle se faisait au Parlement, par exemple. Hein. Ce qui était important, c'est le grand discours parlementaire. Hein. Ou bien c'était les congrès de partis. Les gouvernements se faisaient ou se défaisaient dans les congrès de partis. Donc les lieux importants, c'était le Parlement et les congrès de partis. Maintenant, les lieux importants, vous le savez très bien, hein, c'est les grands duels du deuxième tour à la télévision, c'est une émission politique en prime time, c'est les matinales des grandes chaînes de radio, les JT, la prise de parole aux journaux télévisés, etc. Hein. Donc voilà, hein, le lieu principal de l'activité politique courante, donc ce que les Américains appellent politics, hein, pour les policies c'est un peu différent. Pour le politics, ça se passe dans les médias quand même pour l'essentiel. Et puis, la médiatisation de la politique, deuxième sens, deuxième élément, c'est l'ascension collective du champ journalistique. C'est-à-dire que collectivement, les journalistes, donc le champ journalistique pèse sur l'activité politique, beaucoup plus maintenant, hein, c'est une tendance qu'ils ne faisaient par le passé. Alors, on le voit dans leur capacité à imposer leur logique aux politiques. Alors, par exemple, c'est eux qui décident des invitations, qui on va inviter au JT ou pas, qui on va inviter à une grande émission de prime time. Hein. Donc, il y a un choix qui est fait. Bon. Alors, avec des limites. Hein. On ne peut pas inviter n'importe qui, parce qu'il y a des contraintes d'audience. Hein. Si on invite quelqu'un d'inconnu, ça va faire plomber l'audience, on ne va pas le faire. Donc, il faut des bons clients. Les bons clients, c'est souvent les dirigeants. Et donc, le champ journalistique est un peu contraint de respecter les hiérarchies politiques. Quoi. Il invite les puissants. Ceux qui sont déjà puissants. Et en plus, il y a des obligations de pluralisme qui limitent la marge de manœuvre. Mais quand même, c'est eux qui décident des investitions. Et donc, quelque part, c'est eux qui contrôlent un peu l'accumulation de capital politique individuel des acteurs politiques. Et puis, c'est eux qui choisissent les thèmes aussi, choisissent l'animation. Bon. Et qui sont soumis à des contraintes d'audience. Et donc, qui imposent leur logique dans les émissions politiques, qui est une logique un peu d'infotainment, hein, c'est-à-dire de mélange un petit peu de politique et de spectacle. Hein, bon. Et donc, ça entraîne, par exemple, une tendance à la personnalisation de l'activité politique, vous voyez, avec une inflexion de l'offre politique. C'est-à-dire, du fait de la médiatisation, ce que je disais tout à l'heure,
l'offre politique, c'est plus seulement des programmes, vous voyez, des visions du monde, mais c'est également la personne des représentants, la personne des grands personnages, la personne des principaux dirigeants. Hein, c'est-à-dire, on vote pour Marine, hein, ou pour Jean-Luc, hein, ou pour Mélenchon. Bon, et donc, on voit que il y a une sorte d'incorporation dans l'offre politique de la personne des grands personnages politiques. Avec des votes qui reposent dans certains cas sur des perceptions éthiques. Je vais voter pour elle parce qu'elle est courageuse, elle c'est une battante, elle est énergique, il est compétent, voilà. Donc des formes de choix éthiques, hein, sur des considérations éthiques. Ce qui est une forme de dédifférenciation de l'activité politique. Voilà, donc pardon d'avoir été vraiment si long. Merci pour votre patience. Nous vous remercions d'avoir regardé cette toute nouvelle vidéo avec le professeur Daniel Gaxi. On vous invite à vous abonner et puis à partager nos différents contenus. Et on revient vers vous bientôt avec de nouvelles surprises. À très bientôt.